Donc, on va faire du réseautage pendant quelques jours encore. Et là, bah, l'attaque, c'est la meilleure défense. Donc, Max Kiddy tente de découvrir comment des attaques ont réussi à pénétrer le réseau et à endommager l'infrastructure de la BFC. Elle a décidé de commencer à faire une évaluation de la sécurité de ses systèmes pour découvrir comment Greenwich Enterprise a réussi à causer ces dommages. Elle a commencé par effectuer une évaluation de la sécurité de ses systèmes pour découvrir comment Greenwich Enterprise a réussi à causer ces dommages et se demande quels services ils ont exploités. Avant que Max Kiddy ne commence à lancer Nmap, passons en revue quelques mots-clés. Donc, on va revoir un petit peu IP, protocole, serveur, numéro de port et les arguments, les switches qu'on utilise, les paramètres avec Nmap. Donc, on va revoir un peu le principe d'adresse IP. Chaque ordinateur qui se connecte à un réseau doit avoir une adresse logique. Par exemple, un hôte peut être n'importe quel système avec un accès au réseau, tel qu'un ordinateur portable, un smartphone, un Raspberry Pi. Nous appelons cette adresse logique car elle est attribuée par un logiciel et peut changer au fil du temps. Par exemple, lorsque l'hôte se connecte à un nouveau réseau, l'adresse logique dans ce cas est l'adresse IP. IP, Internet Protocol, ça sert à retenir. Pour garder les choses simples, nous allons considérer le protocole de Internet version IPv4. Vous savez qu'il y en a deux. On a l'IPv4 et l'IPv6. L'IPv4, c'est entre guillemets le plus simple. C'est composé de 4 nombres décimaux. hein, et la plage pour chaque nombre est comprise entre 0 et 255. Voici des exemples d'IPv4. 192.168.010, etc., etc. Donc voilà, tout ça c'est des adresses IP. Donc les trois premières adresses IP sont privées. Ça, vous l'apprendrez après avec l'expérience. Bientôt, je vais vous faire un cours là-dessus. On va développer. On va voir l'adressage IP en réseau. Et ça signifie donc qu'elles sont accessibles à partir du réseau privé auquel elles appartiennent. Donc qui dit réseau privé dit réseau local, ok. Et la dernière adresse IP 1111, ça je sais pas si vous connaissez, en fait c'est les DNS de Cloudflare. C'est une adresse IP publique, ok. Voilà, donc si vous changez vos DNS, des fois on utilise 88888, c'est Google, ou le serveur de secours de Google, les DNS c'est 8844. Sinon on a Cloudflare et on a le backup de Cloudflare, je crois que c'est 1122 ou 1112 à vérifier. Donc voilà, c'est nos adresses IP, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir réseauter. Certaines adresses IP ont un but particulier. Je vous parle tout le temps du localhost, qu'on appelle aussi loopback. Donc loopback, adresse de bouclage, localhost, hôte local. Ok, c'est le 127.0.0.1, mais c'est également le 0.0.0.1, c'est pareil. Par défaut, tout paquet ou trafic destiné à cette adresse ne quittera pas l'hôte. Ok. Une adresse de bouclage, on peut s'en servir pour rerouter une partie du trafic. Ça va faire comme un trou noir. Ok. Et si par exemple vous avez des attaques de déni de service, on essaye de vous dosser votre machine. Vous pouvez tout rerouter vers l'adresse de bouclage. Et en gros, les paquets réseau, vous savez qu'il y a des TTL. Ils vont partir dans l'adresse de bouclage, ils vont boucler, comme son nom l'indique. Et quand le TTL est arrivé à zéro, ils s'autodétruisent. Ok. Ça permet de détourner une partie du trafic malicieux. Et votre hôte local, vous le savez, quand on fait du dev, on va d'abord héberger l'application web, le site web sur le localhost. Ça permet de faire tourner un serveur sur notre machine. Et après, soit on va l'ouvrir sur Internet, ok, en ouvrant les ports, en faisant du port forwarding. Sinon, ça veut dire que toutes les personnes qui seront sur le réseau local pourront accéder à votre serveur local, ok, puisqu'il tourne sur votre localhost. Et sur Microsoft Windows, on a une façon de trouver votre adresse IP qui consiste à faire ipconfig, ok, à pas confondre avec ifconfig sous Linux, ok, ou ipAdresse qui est plus récent. ipAdresse, ifconfig, c'est pareil. Franchement, les deux marchent, il n'y a pas de souci. D'accord. Puis vous avez des abréviations aussi que vous pouvez utiliser. Allez voir la commande help, ok, ou le manuel. Donc la sortie du terminal montre que le système Linux dispose d'un adaptateur sans fil et d'une adresse IP. Alors, sur certaines distros de Linux, en fait, vous allez avoir des noms à coucher dehors, comme ça.
ok? Mais retenez quoi que dès que vous voyez hello, c'est le LOBAC, le local host. Il n'y a pas à tortiller du cul. Et dès que vous voyez un W, ok? Plus quelque chose, LPS, SS, exact. Ça peut varier en fait. C'est du one, ok? C'est un adapteur sans fil. Si vous voyez un E quelque chose, ok, ou ETH0 ou ETH1, c'est de l'Ethernet, ok. Donc voilà, sous Kali, c'est beaucoup plus clair, hein. VLAN 0, VLAN 1, VLAN 2, c'est l'Internet via l'adaptateur sans fil. ETH01, ETH0, ETH2, c'est les cartes réseau via l'Ethernet, ok. Le loopback, ça change pas. Et on a le Tune 0 aussi, ou Docker. Docker pour la carte réseau Docker liée à votre conteneur et Tune 0 pour avoir le tuning, donc le VPN. Ok, Tune 0, Tune 1, Tune 2, etc. Sur d'autres distributions, T plus quelque chose. TLSP1, 01, TLSP1, 02, etc., etc. Ça dépend vraiment de la distribution de Linux. Euh, Certaines l'utilisent. Ouais, des nomenclatures comme ça. D'autres utilisent la nomenclature plus classique, qui est quand même plus simple, qui est comme Tsukali ou ParrotOS, où c'est Tune 0, Hello et ETH0, hein, puisque c'est plus facile à retenir que des noms de nick, de cartes réseau, qui sont voilà, un peu comme ça, composés comme ça. C'est plus chiant, je trouve. On va voir les protocoles et les serveurs. Donc, disons que nous voulons mettre en place un site web et que nous l'avons rendu accessible à l'ensemble d'Internet. Ok, je le fais tourner sur mon localhost et après je vais faire une redirection de port. Hein, je peux utiliser ngrx, je peux utiliser nginx, enfin bref, tout ce qui va me permettre de d'héberger, de faire du port forwarding. Je peux utiliser le port forwarding de mon routeur, ok, ou je peux demander au kernel de faire de kernel Linux de faire du port forwarding, ok. Donc je vais pas m'étendre, mais ça va nous permettre quoi? Eh ben de rendre notre site web accessible aux utilisateurs, hein. Il y a maintenant une adresse publique qui est nécessaire. Un serveur web, c'est un programme qui écoute les connexions entrantes, généralement à partir de navigateurs web, et qui va répondre à leurs demandes. Ok, le serveur est serviable, hein, comme je dis toujours. Il va vous servir, ok, il va vous rendre service, il va répondre à votre attentes, à vos attentes, à votre demande. Donc un serveur fait généralement référence à un système informatique qui fournit des services à d'autres clients, c'est-à-dire d'autres ordinateurs sur un réseau. Hein, les exemples de services, ça peut aller la diffusion de pages web, la remise d'emails, hein, la VOP, la vidéoconférence, ça peut être YouTube en ce moment si vous regardez ma vidéo. Ok, on a plein de services, ces services, ok, sont gérés par, entre autres, un serveur web, ok, qui va présenter le service au client. Oh, le client, c'est votre ordinateur. Mais après, derrière, vous le savez, hein, on l'appelle sous l'acronyme de back-end. Hein, donc, il y a aussi plein d'autres choses. Il n'y a pas qu'un simple serveur web. Très souvent, il y a une base de données et il peut y avoir aussi d'autres choses. Ok. Donc, pour que l'ordinateur client puisse communiquer avec le serveur, il faut un protocole. Ok. Qui dit protocole? Les protocoles ont été inventés début, fin des années 60. Pourquoi? Pour pouvoir faire communiquer deux ordinateurs. Ok? Les deux ordinateurs peuvent avoir, par exemple, deux systèmes d'exploitation différents. Il faut quand même qu'ils puissent communiquer. Ok? Je vais pouvoir faire communiquer un Mac avec un Windows avec un Linux avec un Unix, etc., etc. Ok? Donc on va prendre un exemple très simple entre deux êtres humains. On oublie les ordinateurs. Si je veux commander un expresso dans un café pour l'emporter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais communiquer. Ok? Je vais communiquer avec quoi? Avec la barista, ouais, ou avec le barman ou la barmaid. Ok? Je vais lui dire bonjour. Elle va me dire bonjour. Ça, c'est le freeway and check. Ok? Première étape, je lui dis bonjour. Elle me répond bonjour. Ok? Deuxième étape, c'est en trois poignées de main. Je veux un expresso, s'il vous plaît. Ok? Je veux un expresso. Elle me dit, ouais, ouais, pas de problème. 3 $ ou 3 livres ou 3 euros. Ok? Là, je lui dis, bah tiens, t'es 3 euros. Elle me dit, merci, voilà, votre expresso est prêt. Et moi, je coupe la communication. Je lui dis, merci. Et je pars avec mon expresso. Ok? Donc, on voit un, deux, trois et clôture.
de la connexion. Ça, typiquement, c'est une connexion en TCP. Ok, c'est ce qu'on appelle du freeway uncheck. C'est la poignée de main pour établir quoi? La connexion entre Ghislaine, qui veut quoi? Son expresso, et la barre med. Ok? Donc, le protocole, hein, d'autres clients peuvent suivre ce protocole, hein, et varier différemment, légèrement, en fonction du café, en fonction de la culture du pays. Hein, certains pourraient sauter le bonjour au début et laisser tomber le merci à la fin. Dans le monde humain, ça fonctionnerait encore. Cependant, pour les ordinateurs, on doit adopter un protocole strict. Hein. Les clients, les serveurs, ils doivent les respecter. Ok, ce sont des normes, ce sont des protocoles standards pour les ordinateurs. Donc, je vous parlais du TCP. Hein, il est majoritairement utilisé sur Internet. Et là-dedans, on a d'autres protocoles également. On a du HTTP pour la diffusion de pages web, hein, Hypertext Transfer Protocol, les fameux DNS, ok, sur le port 53 en TCP, en UDP ou TCP, système de nom de domaine, hein, vous tapez www.google.fr ou .com, vous tapez pas l'adresse IP de Windows, d'un des serveurs de Windows, ok. Tout ça, c'est grâce au nom de domaine, domain name system, ok. Le POP3, hein, quand vous utilisez des messageries, vous avez du SMTP, du POP3 pour la remise des emails, du SMTP pour l'envoi. On a aussi de l'IMAP, ok. Tout ça, je vous l'explique dans mes cours réseau. Le Telnet, un très très vieux protocole, hein, qui est utilisé depuis plus de 40 ans et qui est totalement désuet parce que toutes les connexions se font en clair. Donc on peut faire une attaque de l'homme du milieu et vous voler vos mots de passe. Et celui qui est le plus utilisé en administration, téléadministration, c'est le Secure Shell, SSH, ok? Et c'est ce qu'on utilise, nous, pour hacker des machines, pour les pirater et pour établir une connexion à distance avec un ordinateur, ok? Qu'on le pirate ou pas, qu'on ait les accès ou pas, ok? Et donc là, la communication est chiffrée, ok? Ça se passe sur le port 22. Donc chacun de ces protocoles est défini en détail dans un document de demande de commentaires, hein, ce qu'on appelle une RFC, et vous en avez des paquets. Ok, vous avez des RFC qui remontent aux années 70. Ok, donc maintenant on en a des milliards. Et c'est super intéressant parce que ça vous explique en fait, c'est vraiment des papiers entre guillemets universitaires, ce qu'on appelle les abstracts. Et ça, en fait, c'est avant de passer à la concrétisation, c'est vraiment un papier de la part des ingénieurs qui va vous expliquer en fait toute la technique qui est utilisée au niveau du protocole, à quoi il doit servir, quels sont les besoins, hein, comment on va pouvoir les remplir et solutionner les problèmes. Donc c'est extrêmement utile et on conseille tout le temps quand on commence à faire du hacking, même si c'est de la donnée technique et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, c'est vous en apprendrez énormément sur les protocoles et tout ça. Donc si vous voulez être des bons hackers, faire être de bons pen testers, eh ben ouais, malheureusement, il va falloir lire les RFC parce que vous aurez plein d'informations techniques et c'est grâce à ces informations techniques, eh ben, que vous pourrez combiner vos attaques, ni plus ni moins. Hein, comprendre les points de défaillance, les faiblesses, hein, que ça soit au niveau d'un algo, au niveau d'un protocole. C'est vraiment important, ok? Et il y en a tellement que vous pourrez pas les apprendre par cœur, mais au moins les lire une fois, hein, comprendre, euh, comment dire, on va dire l'essentiel hein, de la RFC sans la maîtriser sur le bout des doigts, mais au moins être curieux. Je vous dis toujours, la curiosité, c'est une grande qualité dans ce métier. Les ports, hein, sur un autre, on a 65 536 ports, de 0 à 65 535. Ils peuvent accéder au réseau en même temps, ok? Ces processus peuvent utiliser le réseau simultanément. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant, hein, puisque chaque port, chaque application va pouvoir utiliser un port précis en même temps qu'un autre. Ok? Donc pour que l'autre sache quel processus reçoit quel paquet, hein, les fameuses lettres, je vous avais fait l'analogie avec ces petites lettres, hein, les paquets réseau, comme les Twix, ok? Ou les carrés de chocolat qu'on envoie sur le réseau et qu'on récupère, ok? Qu'on recompose pour avoir la donnée. Ok? Donc bah, pour que ça fonctionne, on doit utiliser des numéros de port. Et pour mieux comprendre le concept d'adresse IP et de port, on va faire une petite analogie. Imaginons que la société Try Me à Londres, hein, on va dire qu'il y a 100 bureaux pour 100
ingénieur. OK? L'adresse de l'entreprise a une adresse publique. Donc, je peux la partager avec le reste du monde puisqu'elle est publique. Donc, si elle est publique aussi, ça me permet de me connecter via un routeur, une passerelle, une gateway à Internet. Avec l'adresse de l'entreprise, le facteur, analogie hein, pour le routeur, c'est comment joindre l'entreprise et livrer des colis de courrier. Le numéro de port est comme un numéro de bureau au sein de l'entreprise. Le facteur, donc le routeur, peut livrer à l'adresse de l'entreprise et le remettre à la réceptionniste. Cependant, un employé de TryAcme livrera le colis au bureau interne. Donc, lorsque plusieurs processus utilisent le réseau ou Internet simultanément, le réseau, on parle du réseau local, donc c'est l'intranet si vous voulez, par opposition à l'internet. L'internet qu'on appelle aussi extranet, ok? Dites-vous qu'il y a deux mondes, ok? Il y a un monde à gauche, ok? Avec votre réseau local, tout ce que vous avez connecté à votre routeur en Wi-Fi, en Ethernet, ça c'est à la maison. On va faire très simple. Vous avez quoi? Vous avez votre routeur, ok? Ce routeur, il fait quoi? Eh ben, il fait à la fois pare-feu, routeur et quoi? Et passerelle, ok? C'est les trois composantes. Pourquoi? Pour connecter mon intranet, mon réseau local, à quoi? Au monde extérieur. Et le monde extérieur, c'est quoi? C'est l'extranet, c'est l'internet. Ok? On va faire très simple. Donc en gros, on a deux bulles. Hein. Une bulle, c'est l'internet. Une bulle, c'est mon réseau local. Et entre, hein, on a trois fonctions majeures. Le routeur, le pare-feu, qui est intégré à votre routeur, ok, et la passerelle, la gateway, qui est intégrée à votre routeur, ok. Donc votre routeur, c'est à la fois un routeur, c'est à la fois un switch, c'est à la fois une passerelle et c'est à la fois un pare-feu, ok. C'est pour ça qu'on appelle box en fait, hein, parce qu'une box, dans une box, il y a, c'est un tout en un. Hein. Vous n'avez pas qu'un routeur. Le routeur fait plein d'autres choses, ok. Donc le routeur route, le pare-feu protège, hein, et la gateway permet de communiquer un réseau local à un réseau externe. Ok? Sans gateway, ça, vous pouvez pas communiquer. On va faire simple. Donc, lorsque plusieurs processus utilisent le réseau ou Internet simultanément, chaque processus peut être reconnu par le numéro de port qu'il utilise. Ok, ça c'est super important. Dans les serveurs publics, les numéros de port par défaut sont utilisés par différents protocoles afin que les clients n'aient pas besoin de deviner. Et par contre, si c'est votre ordinateur, ok, eh ben votre ordinateur va allouer quoi? Va allouer des ports aléatoires. Je m'explique. On a de 0 à 1023, on a les common ports. Ok, c'est les 1024 premiers ports. Ok. Après, on a des ports qu'on peut allouer. Hein. Généralement, ceux-là sont réservés à des protocoles bien définis. Ok. Après, il y a les protocoles utilisés par vos applications. Ok. Et après, j'ai pas envie de dire bêtises, mais à partir de 47 000 jusqu'à 55 635, on a quoi? C'est les ports custo. Hein, custo, custom. En gros, on peut s'en servir pour n'importe quoi. Donc typiquement, qu'est-ce que va faire votre ordinateur? Je parle bien de votre ordinateur. Il va se connecter à des ports distants, ok? Mais différencier les ports locaux et les ports distants. Je m'explique. On va utiliser les ports communs et les ports applicatifs, ok? Donc on va faire simple, très très simple. Dans les détails, je me trompe sûrement, mais jusqu'à 47 000, on va dire, ok? Je schématise. Ça sera utilisé pour les applications, mais pour essayer de joindre l'application. C'est-à-dire que si vous utilisez un protocole précis, ça sera entre 0 et 1024 pour se connecter à un serveur distant. Ok? Si vous cherchez à vous connecter à une application, ok, ça sera entre 1024 et 47 000. Ok? Pour un port distant. Et à l'inverse, si jamais votre machine, c'est un serveur, c'est plus un client. Si on doit se connecter à votre machine, si on doit utiliser les protocoles, hein, ça sera de 0 à 1024 sur votre port, cette fois-ci local.
ok? Et on utilisera, si c'est des ports pour des applications et qu'on doit se connecter à votre serveur, on utilisera votre port local 2024 à 47 000, ok? Et par contre, quand vous vous connectez à un serveur, qu'est-ce que fait votre ordinateur? Ben, il va aller taper généralement dans les ports de fin, entre 47 000 et 55 635. Il va quoi? Il va lier votre port local, ok? Puisqu'il se dit, ah ouais, ça c'est peut-être utilisé par une application, je vais pas l'utiliser. Ah oui, c'est vrai, de 0 à 1024, les ports sont réservés. Donc, bah, dès qu'une application est ouverte, votre navigateur, par exemple, il va dire, ah ok, Firefox, c'est quoi le 47 000 Firefox? Eh ben, je te connecte au 80, ok? HTTP, ou au 443, ok? Donc, on lit un port aléatoire de 47 000 à 500, à 55 635 de votre ordinateur local à un de ces ports quand vous vous connectez. OK? Et les ports, ils ne changent pas. Après, dans les faits, on peut euh, faire des techniques d'obscurcissement, sécurité par l'offuscation. C'est-à-dire qu'on va changer en fait les numéros de port et le serveur il va tourner sur le 554 au lieu de tourner sur le 80. OK? Mais par convention, et puisque cette technique, en plus d'offuscation, ne sert à rien, c'est vraiment faire la politique de l'autruche, mais bon, ça c'est un autre problème, ok? Mais ne croyez pas que parce que vous avez changé de port par défaut sur votre machine, sur votre serveur, vous allez empêcher un hacker de le trouver, quoi. Ça c'est vraiment c'est être vraiment naïf, ok? Donc comme je vous disais pour faire l'analogie, je veux me connecter à quoi? À http google.com. Là, votre ordinateur, il va regarder, il va dire, ah ok, vas-y, bah, le 55 635, je te le lis au port 80 de Google, ok, en HTTP. Après, vous allez faire, ah, je vais aller sur https gouv.fr. Là, votre ordinateur, il va regarder, il va dire, ah, le 47 000, eh ben écoute, je te le lis au port 443 de https gouv.fr. Ok? Après, vous allez envoyer un messagerie via, je sais pas, SFR. Il va dire, ok, je te connecte au serveur POP3 de SFR. Tu vas envoyer tes mails, je regarde. Et là, il va dire, ah ben, je vais te donner le port 48 000. Ok? Etc., etc. Donc, vous voyez, ne confondez pas le port de destination, ok, quand vous vous connectez au serveur, avec les ports aléatoires qui vont être utilisés sur votre machine. Ok? Comment je peux faire ça? Donc là, je peux vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'il y a en local? Il y a le port 68 qui attend toutes les communications de n'importe quelle adresse IP, hein, n'importe quel port. Ok? Ça, pas de souci, en UDP. Et 52 702, ça c'est de l'aléatoire qui est utilisé par quoi? Par OpenVPN. Ok? Mais par contre, OpenVPN, j'utilise, ok, une connexion au VPN. La connexion au VPN sur le serveur de TryHackMe, elle ne changera pas. Elle a un port fixe. Par contre, moi, vous voyez bien que mon ordinateur, il a décidé d'ouvrir le 52 702. Je vais relancer la connexion, on va la shooter. Il va peut-être ouvrir un autre port aléatoire. C'est pas un problème. Donc, ça prouve bien que les ports changent constamment en local. Ok? En destination, c'est différent. Mais là, je relance, je rétablis la connexion. J'étais en 52 702. Voilà. Vous voyez quoi? Que la connexion, elle a changé.
J'ouvre une nouvelle connexion. L'ordinateur, aléatoirement, vous voyez qu'il prend une plage large, hein, on va dire de 40 000 à 55 000. Hein. Je vais vérifier que je n'ai pas envie de vous dire de bêtises parce que... Port custom. Ok. Donc là, vous avez tous les ports. Ok. Tous les ports, allez voir, elle est bien faite, la page de Wikipédia. Hein. Donc là, vous voyez que à chaque fois, il y a bien soit un protocole, soit une application qui tourne là-dessus. Hein. Et après, soit c'est officiel, soit c'est officieux. Ok? Officieux, on sait que le 2827, généralement, c'est I2P, hein, Bob Bridge, ça permet de se connecter à un équivalent de Tor, mais une application peut décider de le choisir. Ok? Quand c'est officiel, par contre, eh ben là, ça va poser des problèmes. Parce qu'à partir du moment où une autre application décide d'utiliser par exemple le 2948, ok, eh ben là, le WAP, il passe plus. Hein. Typiquement, ce qui est utilisé par la première génération de téléphones. Hein. C'est ce qu'on appelait la 1G, quoi, hein, le Edge. Enfin, avant le Edge, même, il y avait du WAP. Ok, les MMS, tout ça. Donc, vous voyez qu'il y en a un paquet. On descend, 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 descend. On s'arrête où? Dynamique, private, éphémère. Ok? Donc vous voyez que... Comment ça, 64 700? Ah oui, 65 535. Donc voilà. Ça, généralement, ok, c'est ce qu'on appelle les ports privés ou dynamiques. Ok? Votre machine va te servir de ça. Mais des fois, vous voyez qu'elle peut descendre. Là, elle a utilisé quoi comme port maintenant? On a vu quoi? Là, le 40 839. Allons voir. Ok. Il est pas, il est pas attribué, visiblement. Voilà. 40 839, il n'est pas attribué. Donc, ok, mon ordinateur, il le sait. Ok? Il a une sorte de table de correspondance, si vous voulez, et il sait que celui-là, il peut s'en servir. Ok? Donc voilà. Hein, les plages hautes, c'est les plages privées, dynamiques. C'est utilisé constamment quand vous voulez vous connecter à un serveur. Et vos jeux, vos applications, ok, vont généralement utiliser cette plage. On va résumer de 40 000. Il y a quelques ports jusqu'à 65 535. Ok? C'est ce qu'on appelle les ports soit éphémères, ok? Puisque une fois que vous fermez votre application, votre jeu vidéo, votre navigateur web, eh ben, le port se referme automatiquement. Privé, si on s'en sert sur un réseau privé. Dynamique, bah, c'est un peu comme éphémère en fait. Dynamique parce que également c'est utilisé par votre application qui va ouvrir un port dynamiquement et qui va le refermer après, qui va plus s'en servir. Donc, voilà, allocation automatique de port éphémère et c'est ce qu'on appelle les customize, hein, puisqu'on va pouvoir dire à l'ordinateur, écoute, bah, à la limite, moi j'ai créé ma propre application, je veux que tu tournes en local sur tel port, ok? On fera d'autres trucs, on verra. Mais ce qu'il faut retenir, c'est HTTP 80, HTTPS 443, POP3 110, SMTP 25, SSH 22, Telnet 23. Hein, si on oublie la messagerie, enfin le 25 oui, parce qu'on attaque souvent du SMTP, SSH hyper important, 23 Telnet très important, et ça parce que vos navigateurs utilisent constamment quand il y a le cadenas HTTPS, le port 443, ok, et quand il n'y a pas le cadenas, le port 80, ok, et n'oubliez pas comment le port il est où? En fait il est là, 2.443. Là, votre navigateur ne l'affiche jamais, ok? Mais en théorie, quand vous tapez par exemple www.google.com, eh ben c'est google.com 2.443, ok? Donc voilà, ça, il faut retenir. C'est comme ça qu'on peut modifier dans le navigateur.
Le quoi? Le port, en fait. Ok? Ça, pareil, je vous l'explique dans tous mes cours, je vais pas y revenir, mais c'est bon à savoir. Donc, si on résume, hein, on a des paquets qui arrivent sur le serveur avec l'adresse 10, 10, 13. J'ai mes paquets qui viennent d'Internet, hop, le serveur, on peut le joindre à cette adresse. Ok? Tous les paquets TCP par 22, destination du serveur SSH. Ok? Je peux faire tourner, j'ai plusieurs, c'est un serveur, mais le serveur, il a quoi? Il a plein de serveurs aussi. Ok? Et chaque serveur, un serveur, c'est la machine physique. Ok? Les serveurs DNS, SSH, HTTP, c'est des serveurs logiciels. Ok? Applicatifs. Ok? Protocolaires. On parle de protocole. Ok? Sur un serveur, on peut faire tourner beaucoup de serveurs. Ok? Je résume trivialement. Ok? Donc là, ça va dire, ah, port 22 SSH, pas de problème. Tous les paquets TCP 80 HTTP, pas de problème. Serveur HTTP. Tous les paquets UDP ou TCP, parce que c'est du DNS, pour 53, ça va aller au serveur DNS. Ok? Donc, pareil, TCP, UDP, on va pas rentrer dans les détails. Rappelez-vous, jeux vidéo, VoIP, on n'a pas besoin de vérifier la transmission et on veut de la rapidité. On va se servir Skype, on va se servir de l'UDP et TCP. Typiquement, j'envoie un fichier, je téléverse, je télécharge un fichier. Ok, je veux vérifier la connexion. J'établis une connexion à un serveur, je veux vérifier, ok, que c'est bien le bon serveur et il y a des mécanismes d'authentification donc ou de cryptographie, je vais utiliser TCP. On va faire très simple. Donc ces deux protocoles, hein, c'est ce qui permet de faire fonctionner quoi? Ce qu'on appelle le TCP et l'UDP/IP. Hein, c'est les deux protocoles majeurs qui font tourner la planète. Hein. Il y en a d'autres, mais entre guillemets, c'est ce qu'on utilise. Et là-dedans, vous avez plein de sous-protocoles. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Hein. On a une adresse IP, on a des processus qui s'exécutent sur des autres différents, et le TCP, comme je vous le disais, nécessite une négociation à trois voies. Hein. UDP, il n'y a aucune négociation. Ça envoie les paquets, soit tu les reçois, soit tu les reçois pas. Ok? Le TCP, il est extrêmement poli, il dit bonjour, l'autre répond bonjour, il lui dit est-ce que je peux me connecter? Oui, pas de problème, tiens, je te donne une clé. L'autre, il dit ah merci, tiens, je te donne mon autre clé. L'autre, il lui dit bah voilà, je t'ai connecté. Et l'autre, il répond merci, au revoir. Hein? Et coupe la communication, il dit au revoir quand il n'a plus besoin de l'autre ordinateur. Donc c'est extrêmement poli, mais c'est extrêmement lent. L'UDP est extrêmement rapide, mais rien n'est vérifié. Donc on va se servir de l'UDP aussi pour faire des attaques de flooding, ok? De faire des attaques de déni de service, ok? Nmap. Donc on l'utilisera tout le temps, hein, ça va nous permettre de scanner la machine, ok? Donc on va plutôt que encore blablater, 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 on va passer à la pratique. On a une machine qu'on va pouvoir scanner et on va revoir les bases. Mais je rappellerai que j'ai plusieurs dizaines d'heures de cours sur Nmap. Je ne peux pas vous l'expliquer avec ces quelques commandes. Ok, c'est un outil extrêmement complexe et qu'il faudra maîtriser sur le bout des doigts si vous voulez bosser en pen testing. Ok, donc on va aller se prendre l'adresse IP et on va commencer à s'amuser à scanner la machine, voir ce qu'elle a dans les tripes. Ok? Première phase pour les néophytes, c'est reconnaissance. Ok? Je veux connaître tous les ports, toutes les applications qui tournent sur le serveur que je vais venir attaquer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si je veux, par exemple, vérifier hein, les ports qui tournent sur une machine, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser, par exemple, la commande st ou ss. Ok? Par défaut, rappelez-vous, Nmap, il scanne les 1000 premiers ports TCP les plus courants. Ok? Dès que je lance ça plus une adresse IP, et ben là, il va scanner les 1000 premiers ports, hein, les plus courants, ce qu'on appelle les common ports, hein, typiquement de 0 à 1024. Vous l'avez compris. Ensuite, pourquoi ST? Pourquoi SS? Alors, on analyse une connexion, on analyse les ports d'une connexion TCP. Si je veux faire ça, je vais exécuter ST. Hein. Ça tentera de déterminer la négociation à trois voies
afin d'établir une connexion avec chaque port analysé. Par contre, vous comprenez bien que ça va être extrêmement lent. Pourquoi ça va être extrêmement lent? Parce que à chaque fois, je dois attendre pour chaque port que l'ordinateur fasse la communication à trois voies. Mon ordinateur, le client, avec le serveur que j'essaie de pinguer, hein, de récupérer les informations. Donc, on préfère faire quoi? Faire un SS. Le SS, c'est le SYNSCAN. En fait, ça va pas établir de connexion complète, en fait, avec le port ouvert. Techniquement parlant, Nmap se termine pas avec une négociation à trois voies. Il va dropper la communication. Donc, vous serez beaucoup plus furtif, ok? Puisqu'au moment où il y a eu deux connexions, le serveur vous demande, qui es-tu? Tu es sûr que tu veux te connecter avec moi? D'habitude, on lui dit, oui, oui, je veux me connecter. Et là, il nous répond, ah, je te connecte. Et ben là, on lui met un vent, ok? Il est en train de nous parler et on lui met un vent. On part et il continue à parler tout seul dans le vent. Il comprend pas. On lui a mis un vent. Et ben voilà. Et comme on lui a pas dit qui on était, eh ben il peut pas savoir que c'est nous. Donc c'est beaucoup plus furtif, hein. Je vais par exemple frapper à la porte. La porte, on attend, il y a quelqu'un qui arrive, qui m'ouvre la porte, qui me dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Je vais lui dire, eh ben écoutez, voilà, j'aimerais vous vendre des cartes postales. Est-ce que ça vous tente? Ok? Et la personne vous dit, ah non, je suis intéressé, je suis pas intéressé. Bref, vous voyez que ça prend du temps. Ok? Là, pour faire une analogie, je vais frapper à la porte, et avant que la personne arrive à la porte et ait ouvert la porte, grosso modo, je me suis barré, je me suis caché, et la personne, elle ouvre la porte, et il y a personne. Ok? Donc, l'AST est beaucoup plus lente, hein. On n'a pas de blabla, on n'attend pas de voir la personne, de la regarder dans les yeux, hein, de lui dire bonjour, au revoir, ce qu'on veut, ok? Le SS, c'est furtif, ok? C'est du hit and run, hein. On frappe et on se barre, ok? Euh, c'est vraiment mettre un vent à quelqu'un. C'est juste ça. Vous frappez et vous vous éloignez innocemment, comme si de rien n'était. Et là, la personne, elle regarde à gauche, devant, derrière. Elle comprend pas qui a frappé à la porte. OK? Mais vous, vous en foutez. Vous avez eu votre information. OK. Donc là, ça va vite. Il n'y a pas beaucoup de ports. Donc, voilà. Là, étrangement, ça a mis un peu plus de temps. Alors que ça aurait dû en mettre. Donc, vous inquiétez pas sur quand on scanne tous les ports de la machine, ok, ça fait une grosse différence. En fait, vous allez gagner des secondes, voire parfois des minutes avec le SS, ok, et vous serez beaucoup plus furtif. Donc, si je fais un ST, le ST c'est le classique. Donc, c'est cette partie-là. On voit qu'on a quoi? Qu'on a deux ports. Le SSH 22, comme on a vu, et le port 80. Ok, il nous dit sur les 1000 premiers ports, on a 998 qui sont fermés. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on a combien de ports ouverts entre 1 et 100? Bah là, la réponse est 2. On est d'accord. Quel est le plus petit numéro de port? On l'a vu, c'est SSH 22, puisque l'autre c'est 80. Quel est le service lié au numéro de port le plus élevé que vous avez trouvé? On a vu, c'est HTTP, c'est le 80. Ok. Maintenant, on va faire un SS. Est-ce qu'on a obtenu les mêmes résultats? Yes, oui. Hein. Aucune différence entre les deux. La seule différence, c'est que s'il y a des pare-feux, ok, on a plus de chances de réussir avec cette attaque qu'avec celle-ci. Ok? Et là, cette attaque, les systèmes de défense, ils ont sûrement quoi? Enregistré mon adresse IP qui a pingé la machine. Ok? Ils savent que quoi? Ils savent que c'est 10 11 26 90 qui a essayé de scanner le 10 10 66. Là, il sait juste qu'il y a quelqu'un qui a scanné et au moment où on lui a demandé son identité, eh ben, il s'est barré. Donc là, je suis furtif. Là, je suis furtif, il n'y a rien. Là, par contre, il a récupéré mon adresse IP. Donc ça fait une grosse différence, hein, quand vous faites un engagement, vous voulez être une cyberattaque, vous voulez être le plus furtif possible, hein. Vous devez être un bombardier furtif, ok?
Donc, quel est le numéro de version du serveur web? Eh ben, on va faire SV. SV pour énumérer les services installés. OK? Donc, je relance. Et là, on fait SV. Donc là, ça va prendre plus de temps. Parce que je lui demande pas uniquement quoi? Le port, l'état du port et le service. Je veux savoir aussi ce qui tourne, hein. Vous voyez que c'est beaucoup plus détaillé. Donc, on va fermer ça. Donc, on récupère les mêmes infos, mais vous voyez que maintenant, il y a un truc qui s'ajoute qui s'appelle version. Et là, il me dit, bah écoute, t'as un Linux Ubuntu, ok, qui fait tourner du SSH via du OpenSSH. Je peux même te donner la version d'OpenSSH. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'énumération, en fait. Et voilà l'Ubuntu. Ok, t'as un serveur Apache en 2, 4, 49. Donc là, tout de suite, moi c'est intéressant. Typiquement, je peux faire quoi? Je peux aller dans SearchPub, ma base de données. On va voir si on n'a pas un exploit, hein, qu'on pourrait utiliser pour bah, cet Apache. Ok? Ah ouais, elle est toute récente. Ok. Donc en serpent un peu, hein, dans SearchPub, ok, HTTPD, mais vous savez qu'Apache, Apache 2, il y en a plein quoi. 2, triage. 2-4, 2-4, 17, 2-4, 38. Ok. Il y a forcément une petite faille, quoi, hein. Faut chercher. Donc, si on cherche, on trouve cette faille. Attention, ça pique. Donc, on va peut-être pouvoir l'exploiter, hein, et prendre le contrôle sur la machine. Là, je vois que c'est une faille qui date de 2021. Ok, donc cette année. Alors, si on traduit un peu, on traduit ou pas? Page. Donc, vulnérabilité, Apache 2.4, hein, et ça permettait quoi? Constater que le correctif dans Apache était insuffisant, un attaquant pourrait utiliser une attaque de passe traversal, traverser les chemins, pour mapper des URL à des fichiers en dehors des répertoires configurés par les directives de type alias. Si les fichiers en dehors de ces répertoires ne sont pas protégés par la configuration par défaut habituelle, exiger tout ou refuser, ces demandes peuvent réussir. Donc on va pouvoir abuser des scripts CGI, sont, à mon avis, et des alias pour faire une RCE. On va voir comment on peut exploiter cette faille. Ok, alors, c'est là que ça devient intéressant. On va mettre une virgule. Si. Voilà. Donc là, à partir de ma base de données SearchPath, j'ai récupéré, hein, ça m'évite de me connecter à ExploitDB, et on a maintenant les deux payloads qui sont présents là. On a notre serveur, il tourne sur le port 80, ce qu'on a vu. Ok, qu'est-ce que je vais faire? On va s'ouvrir le pare-feu en entrée, puisque j'ai besoin de récupérer un River Shell. Je pousse une communication vers le serveur Apache et ça lui fait exécuter du code arbitraire à distance. C'est ce qu'on appelle une RCE, Remote Code Execution. Ok? Le serveur prend ma communication via HTTP et là il dit oh ouais, c'est une communication tout à fait normale. Écoute, je me connecte à ton ordinateur sur le port que tu m'as indiqué. Et là, qu'est-ce que je fais moi? Eh ben pour pouvoir recevoir la communication, il faut que j'ouvre mon pare-feu. Donc on va regarder, on va choisir un port, on va voir ce qui se passe. Ok. Donc on va ouvrir un port.
sur le, allez, 445, on va pas se prendre la tête. Je prends un port aléatoire au-dessus de quoi? Au moins des 1024 premiers ports, ok? Parce que je sais qu'ils sont utilisés, ça va foutre la merde. Mais je pourrais utiliser le port que je veux en fait. Tant qu'il n'y a pas une application qui l'utilise pas, c'est par convention qu'on décide de faire ça. Mais tant que j'ai pas une application qui n'utilise pas le port, je peux prendre théoriquement n'importe quel port. Ok? Donc là, dans notre exemple, on va prendre le 4445. Donc là, le port est ouvert. Ça veut dire que la communication va revenir sur mon ordinateur. Ça s'appelle un reverse shell, un shell inversé, parce que c'est pas moi qui me connecte directement au serveur, ok, pour récupérer la main pour le pirater. C'est lui qui vient se connecter à ma machine. Donc c'est l'opération inverse. Donc lui, il sort pour se connecter à moi en entrant. Donc moi, en entrant, il faut que je décide d'un port. Je vais lui dire, écoute, maintenant tu te connectes en entrée chez moi. Mais comme lui, le serveur, il sort vers l'Internet pour se connecter à mon ordinateur, ça veut dire que je contourne le pare-feu. Ok? Et le pare-feu, il vous bloque en entrée. Si j'essaie de me connecter en entrée, le pare-feu il va me dire, mais t'es qui toi? Tu crois que tu peux me pirater? Ok? Alors que là, j'utilise une faille sur le serveur web. Je lui dis, écoute, fais ce que je te dis. Lui, il répond, ouais, ouais, pas de problème. J'ouvre une connexion vers ton ordinateur. Et moi, mon pare-feu, hein, plus que lui me bloque, eh ben, je vais faire l'opération inverse. Je vais demander au serveur de se connecter à ma machine, et moi, pour pas le bloquer, comme lui fait avec moi, si j'essaie de me connecter en frontal, eh ben, je vais lui ouvrir le port, comme ça, il va se connecter à ma machine. Ok, donc nous, c'est un 2,49, donc 0, pas vulnérable. En vérifiant les vulnérabilités liées au serveur web installé, vous apprenez qu'il existe une vulnérabilité critique qui permet la traversée de chemin, le pass traversal et l'exécution de code à distance. Comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez maintenant dire à Max Kiddy que Grinch Enterprise a utilisé cette vulnérabilité. Quel est le numéro de la CVE qui a été résolu dans la version 2.4.51. Si on regarde un peu, c'est celle-ci. Donc voilà hein, comment aller récupérer les infos. Si c'est pas la 41 773, c'est celle-ci. C'est la 42 013. Ok. Donc on assemble les pièces, on voit une bonne idée de la façon dont le serveur web a été exploité. Max Kiddy se méfie que l'attaquant ait pu installer une porte dérobée. Elle vous demande de découvrir s'il y a un service d'écoute sur un port inhabituel. Donc nous, on a scanné les 1000 premiers ports, mais je vous ai dit, il y a 65 536 ports. On oublie le zéro, hein, parce qu'il est attribué. Donc il y a 65 535 ports. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va venir scanner ces ports à nouveau. Nmap. Ok, ça, ouais, l'adresse IP plutôt, c'est peut-être un peu mieux. 10, 10, 10, 66. Qu'est-ce qu'on a vu? Je vais lui demander quoi? Tous les ports, ok? Donc ça veut dire tirer P tirer, ok? Ça veut dire tous les 65 535 ports. Et je vais lui demander quand même SV, vous vous rappelez? Pourquoi? Pour avoir ce qui tourne dessus, les services. Donc, avec V, vous pouvez augmenter la verbosité. 10, c'est le maximum. Et de temps en temps, vous pouvez appuyer sur Entrée. Voilà, ça vous dit
Combien de temps? Ah, là, il nous trouve 3 services. Avant, il y en avait que 2. Donc, ça veut bien dire que quoi? Qu'il y a un port custo, 20212, open, telnet. Donc, on a un serveur telnet qui tourne sur le 20212. Quel est le nom du programme qui écoute? Telnet. Dit. Essaye de se connecter, hein. Ça mange pas de pain. Ouais, on a bien le serveur. Vous voyez? Il nous demande best login. Oh, admin. Admin. Login incorrect. Ok? Donc, il faudrait essayer de forcer ça.